Mes parents sont entrés par effraction dans mon chalet, avec 20 membres de la famille, pour fêter le 4 juillet. Je ne l'ai découvert que lorsque ma mère a appelé, paniquée, après qu'ils aient mis le feu à l'endroit. J'ai passé des années à trimer et à économiser, pour acheter ce chalet. Je n'en avais même pas parlé à ma famille. Il s'avère qu'ils l'ont découvert quand même, et ont décidé de débarquer le 4 juillet, avec toute une bande de proches, sans me demander la permission. Le désastre qui a suivi, eh bien, prenez votre popcorn. Ça va être chaotique. Je m'appelle Hugo, j'ai 30 ans, je suis célibataire, et apparemment, je suis la déception de la famille, parce que je conduis un camion au lieu d'être assis dans un bureau. Ma sœur aînée, Caroline, a vu son MBA financé par papa et maman. Ma petite sœur, Diana, a eu son mariage payé, plus l'apport initial pour sa première maison. Moi, j'ai eu une carte qui disait « Nous sommes fiers de toi ». Quand j'ai obtenu mon permis poids lourd, j'ai fait le calcul une fois. Entre elles deux, mes parents ont lâché environ 180 000 € en études, mariage, voiture et sauvetage financier. Moi, j'ai eu une carte cadeau de 50 € chez Applebee's, pour mon 25e anniversaire. Alors, j'ai économisé. À chaque paie, 45% allait directement sur un compte, dont ils ignoraient l'existence. J'ai vécu de nourriture de relais routiers, et de tout ce que je pouvais réchauffer au micro-ondes dans ma couchette. J'ai porté les 3 mêmes paires de jeans, jusqu'à ce que les genoux lâchent. J'ai conduit sur les itinéraires dont personne d'autre ne voulait, parce qu'ils payaient mieux. Les primes de Noël, les retours d'impôts, chaque centime supplémentaire allait sur ce compte. J'ai passé des années à regarder ma famille me traiter comme la roue de secours. Celui qui serait toujours disponible, parce que, de toute façon, que faisais-je d'autre? Les aider à déménager. De la main-d'œuvre gratuite, chaque fois qu'ils en avaient besoin. Je n'ai jamais été invité aux événements importants. Juste à ceux qui nécessitaient de soulever des charges lourdes. Le mariage de Caroline a coûté 40 000 €. Service de traiteur complet. Lieu de réception à l'étranger. Un photographe qui facturait plus cher de l'heure, que ce que je gagnais en une journée. Je n'étais pas dans le cortège. J'étais là pour aider à installer les chaises la veille. Le mariage de Diana a coûté 35 000 € de plus. J'ai aidé à déplacer les cadeaux après. Aucune d'elles n'a proposé de payer l'essence. Quand Caroline a acheté sa première maison, papa lui a donné 30 000 € pour l'apport. Quand j'ai demandé s'il y avait quelque chose de mis de côté pour moi, maman a répondu « Eh bien, chérie, tu es tellement indépendant. Tu n'as pas vraiment besoin d'aide, n'est-ce pas ?» Noël a toujours été le pire. Caroline recevait des sacs de créateurs et des bijoux. Diana recevait de l'argent, et des cartes cadeaux d'une valeur de plusieurs centaines d'euros. Moi, je recevais un pull de chez Target, et peut-être une carte cadeau pour une chaîne de relais routiers. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce chalet. Je l'ai trouvé dans le Montana, en novembre dernier. 20 acres à l'extérieur de Whitefish, une vieille ossature en bois de 1978. Il avait besoin de travaux, mais la structure était solide. 3 chambres, une cheminée en pierre, un ruisseau qui coule à l'arrière. La propriétaire était une veuve, qui vendait parce qu'elle ne pouvait plus l'entretenir. Son mari en avait construit la majeure partie à la main, et il est mort il y a 2 ans. Elle voulait que cela aille à quelqu'un qui le respecterait. Le prix demandé était de 195 000 €. L'endroit avait besoin de rénovation. Des appareils de cuisine des années 80. Quelques planches de terrasse pourries. Une plomberie qui fonctionnait, mais qui nécessitait des réparations. Mais l'ossature était bonne. Des poutres en bois taillées à la main. Des fondations en pierre. Un toit qui avait juste besoin de quelques bardeaux neufs. Je pouvais voir ce que cela pourrait devenir. J'ai proposé 185 000 € en espèces. Clôture en 3 semaines. La veuve m'a regardé comme si je me moquais d'elle. Plus personne ne paie en espèces de nos jours, m'a-t-elle dit. Je lui ai montré mon relevé bancaire. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que son mari m'aurait bien aimé. Que je lui rappelais son mari, travailleur, pragmatique, connaissant la valeur de construire quelque chose de ses propres mains. Elle a accepté. J'ai fait appel à mon pote Ray, de mon époque de camionneur, comme contact immobilier. Ray avait la quarantaine, c'était un ancien chauffeur, qui s'était lancé dans l'immobilier après que son dos ait lâché.
Il comprenait la vie sur la route, et il voulait quelque chose de permanent. Il m'a aidé avec la paperasse, pendant que je faisais un trajet vers Portland. J'ai tout signé sur mon téléphone, depuis un relais routier dans le Wyoming. J'ai viré l'argent depuis mon téléphone, assis sur le parking d'un Pilot à 2 heures du matin, en mangeant un burrito réchauffé au micro-ondes. Mon compte est passé de 197 000 € à 12 000 € en une seule transaction. J'ai signé le 18 décembre. J'ai conduit directement là-bas, pour ma dernière livraison. Je suis arrivé au chalet vers minuit, pendant une tempête de neige. J'ai franchi ma propre porte d'entrée pour la première fois, avec un sac de sport, et quelques boissons énergisantes. J'ai dormi par terre, dans mon sac de couchage, parce que je n'avais pas encore de meubles. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres, regardant mes propres 20 acres, sans personne pour me dire quoi en faire. Je l'ai dit à exactement 2 personnes. Ray, parce qu'il m'a aidé à conclure l'affaire. Et Tommy, mon répartiteur à l'entreprise de camionnage, parce qu'il devait savoir où envoyer mes formulaires d'impôt. Tommy était un gars franc, un ancien militaire, qui gérait les expéditions d'une main de fer. Tous les deux ont compris pourquoi j'avais gardé le secret. Ils avaient rencontré ma famille lors d'un barbecue, 3 ans auparavant. Ils avaient regardé ma mère passer 20 minutes à parler de la promotion de Caroline, sans me poser une seule question sur ma vie. J'ai passé les 7 mois suivants à retaper l'endroit, entre 2 trajets. Un nouveau toit, réparer la plomberie, remplacer les planches pourries de la terrasse. J'ai fait la plupart des travaux moi-même, j'ai embauché des entrepreneurs locaux pour ce que je ne pouvais pas gérer, j'ai payé en espèces pour tout, et j'ai gardé le silence. Le plan était de leur annoncer à Noël, d'amener papa et maman d'abord, juste tous les deux. De les laisser voir ce que j'avais construit sans leur aide. De prouver que le fils décevant avait en fait sa vie en main. Peut-être d'obtenir un vrai « nous sommes fiers de toi ». Ce plan a capoté le 9 juillet. J'étais à 3 heures de Bozeman, transportant du matériel de construction, quand maman a appelé. Le téléphone a sonné, son nom s'affichant sur le tableau de bord. J'ai décroché, parce que je me suis dit que quelqu'un était mort. C'est généralement la seule raison pour laquelle elle appelle en milieu de semaine. Hugo. Oh, Dieu merci. Hugo, nous avons besoin de toi, tout de suite. Sa voix avait ce ton paniqué, qui signifie généralement qu'elle a fait une connerie, et qu'elle a besoin que je répare les pots cassés. Que s'est-il passé? Il y a eu un incendie dans ton chalet. Nous sommes tous là, et il y a eu un accident avec le barbecue, et une partie de la terrasse a pris feu, et la cuisine a des dégâts causés par la fumée. Et mon cerveau a cessé de fonctionner. Qu'est-ce que vous foutez dans mon chalet? Silence. Puis, ton chalet, chérie. Caroline a trouvé l'adresse dans ton courrier, quand nous étions à ton appartement le mois dernier, pour récupérer tes vieux meubles. Nous avons pensé que c'était tellement adorable que tu aies acheté un lieu de vacances familial, et que tu ne nous l'aies pas dit parce que tu voulais que ce soit une surprise. Alors, nous avons organisé un grand week-end de réunion de famille, et vous vous êtes introduit par effraction sur ma propriété. Nous ne sommes pas entrés par effraction, mon chéri, papa a appelé un serrurier. Nous sommes ici depuis jeudi pour fêter ça, et aujourd'hui, l'oncle Paul faisait des grillades, et la bouteille de propane a eu une fuite, et ça s'est enflammé, et la terrasse a pris feu. Et nous avons essayé de l'éteindre, mais j'ai raccroché. Je me suis rangé sur le bas-côté, passant de 80 à 65 miles à l'heure. Mes mains tremblaient tellement, que j'ai failli percuter la glissière de sécurité. J'ai appelé Tommy. Tommy, j'ai besoin de jours de congé en urgence. Urgence familiale. Que s'est-il passé? Ma famille s'est introduite par effraction dans mon chalet, et l'a incendié. Il est resté silencieux pendant 3 secondes, puis, bordel. Prends le temps qu'il te faut. Je vais réacheminer le chargement. Et Hugo, prends un avocat. Il m'a fallu 4 heures pour arriver au chalet. J'ai enfreint toutes les limitations de vitesse, entre Bozeman et Whitefish. Pendant tout le trajet, mon cerveau calculait à quel point ils auraient pu détruire l'endroit, combien cela coûterait à réparer, et comment ils avaient pu penser que c'était acceptable. Je n'arrêtais pas de rejouer la voix de maman. La façon désinvolte dont elle avait dit « ton chalet ». Comme si elle l'avait su depuis le début. Comme si j'allais bien prendre le fait qu'ils s'y introduisent par effraction. Mes mains tremblaient sur le volant. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour me calmer,
avant de faire une bêtise comme enrouler mon camion autour d'un arbre. La deuxième fois que je me suis arrêté, je me suis assis sur le parking d'une aire de repos, et j'ai juste respiré. J'ai regardé des photos du chalet sur mon téléphone, de l'époque où je venais de l'acheter. Je me suis rappelé à quoi j'avais affaire. J'ai tourné sur ma propriété vers 19h. J'ai compté 7 véhicules. Le SUV de maman, le pick-up de papa, la berline de Caroline, le SUV de Diana, le camping-car de l'oncle Paul, la camionnette de la tante Nadine, et la voiture d'un cousin. Je n'ai pas reconnu tout le monde, avec une vingtaine de personnes présentes d'après ce que je pouvais voir. Des enfants couraient partout avec des cierges magiques. De la musique jouait depuis l'enceinte Bluetooth de quelqu'un. L'odeur de charbon de bois et de fumée était épaisse dans l'air. La terrasse que j'avais reconstruite à la main était à moitié carbonisée, noire et gondolée. La fenêtre de la cuisine avait explosé. Du verre partout. Des taches de fumée couraient le long du mur extérieur. Quelqu'un avait monté des tentes dans ma cour, comme s'il faisait du camping. Il y avait un barbecue portable, qui n'était pas à moi. Des glacières un peu partout. Des canettes éparpillées sur l'herbe. Des sacs poubelles empilés près des arbres, débordants. Quelqu'un avait accroché une banderole entre deux arbres, réunion de famille AVL 2024. J'ai garé mon camion, et je suis descendu. Toute la famille s'est tournée pour me regarder, comme si je m'incrustais à leur fête, ce qui, je suppose, était le cas. Maman s'est précipitée la première, les yeux rouges. Hugo, chéri, nous sommes tellement désolés. Nous allions te faire la surprise, mais ensuite l'accident est arrivé, et nous sommes tous tellement bouleversés, et nous avons essayé de nettoyer, mais... Foutez le camp de ma propriété. Elle s'est arrêtée, comme si je l'avais giflée. Quoi? Tout le monde, hors de ma propriété, maintenant. Papa s'est approché, un verre à la main, essayant de prendre cette voix de père raisonnable, qui signifiait toujours qu'il s'apprêtait à me manipuler. Fils, parlons-en. C'était un accident. Nous t'aiderons à payer les réparations. Nous essayons juste de faire quelque chose de gentil, et... Vous vous êtes introduit par effraction dans ma putain de maison, Arthur. Son visage est devenu rouge. Nous ne sommes pas entrés par effraction. Nous avons fait venir un serrurier pour ouvrir. Et tu aurais dû nous dire que tu avais acheté cet endroit. C'est l'endroit idéal pour la famille, et nous pensions que tu voudrais que nous en profitions tous ensemble. Et il a payé un serrurier pour percer ma serrure, comme si c'était chez lui, ai-je dit en regardant tout le monde. Personne n'a demandé la permission. Vous avez juste décidé que vous en aviez le droit. Je suis passé devant lui, et j'ai marché vers le chalet. La porte d'entrée était grande ouverte. De la musique et des voix venaient de l'intérieur, à travers mes fenêtres. Dans ma maison. Caroline est sortie en tenant un verre, les glaçons tintant à l'intérieur. Elle m'avait toujours traité comme un domestique. Marié à un gars qui travaillait dans la finance, et qui me regardait comme si j'étais inférieur à lui. Hugo, calme-toi. Nous sommes une famille. Quel est le problème? C'est juste un peu de dégâts causés par la fumée. L'assurance couvrira ça. Nous te rendions en fait service en étreignant l'endroit, et... Vous avez détruit ma propriété. Oh, je t'en prie. Ce n'est pas détruit. Arrête d'être dramatique. Nous passons un week-end incroyable, et honnêtement, nous pensions que tu serais heureux que nous profitions tous du chalet que tu as acheté. Au lieu de ça, tu es égoïste, et tu ruines ce qui reste de notre temps en famille. Je suis passé devant elle, pour entrer dans mon chalet. La cuisine était saccagée. Les dégâts de la fumée couvraient les murs et le plafond de traînées noires. Les placards que j'avais peints à la main, passant 3 week-ends à obtenir la bonne couleur, étaient carbonisés. Les portes pendaient de travers. Certaines étaient brûlées de part en part. La fenêtre au-dessus de l'évier était soufflée. Du verre partout. Un extincteur vide sur le comptoir. De la mousse sur absolument tout. Tout nécessiterait un remplacement complet. La cuisinière avait des marques de brûlure. Le réfrigérateur était débranché, la porte pendante, et tout ce qu'il contenait était pourri. Ils l'avaient débranché pour brancher leur glacière, d'ailleurs j'ai trouvé cette glacière sur la terrasse, encore pleine de leurs boissons. Le salon était rempli de bouteilles et de canettes. Quelqu'un avait déplacé mes meubles, posé des serviettes mouillées sur mon fauteuil inclinable,
et laissé des empreintes de pas boueuses sur le tapis à 300 € que j'avais acheté 2 mois plus tôt. Les chambres étaient pires. Les enfants de quelqu'un avaient été dans ma chambre, des jouets partout, et des taches de jus sur mes draps. Ma salle de bain était couverte de leurs affaires de toilette, avec des serviettes mouillées empilées sur le sol. Je regardais tout ça, essayant de ne pas faire une crise cardiaque. Puis, je suis retourné dehors, où toute la famille était rassemblée en un groupe défensif, me regardant comme si j'étais le problème. Diana était sur son téléphone. L'oncle Paul essayait d'avoir l'air autoritaire. La tante Nadine pleurait. Les enfants couraient toujours partout. Tout le monde doit partir, tout de suite, ou j'appelle les flics. Diana a ri. Ce faux rire. Tu ne vas pas appeler les flics pour ta propre famille, Hugo. Détends-toi. Nous nettoierons tout demain, nous cotiserons pour les réparations, et tout ira bien. Tu réagis de manière excessive, comme tu le fais toujours. Vous vous êtes introduit par effraction chez moi. Vous avez détruit ma propriété. Et tu as encore l'audace de parler. Foutez le camp d'ici, maintenant. L'oncle Paul s'est avancé. C'est un grand gaillard, habitué à faire figure d'autorité dans la famille. Hugo, ta mère nous a dit que tu avais acheté un chalet, et nous avons pensé qu'il serait agréable de se réunir tous, et d'en profiter. Nous ne savions pas que tu serais si possessif à ce sujet. Est-ce que quelqu'un m'a demandé? Silence. Est-ce qu'un seul d'entre vous m'a appelé, pour me demander si vous pouviez venir ici? Encore plus de silence. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Diana a levé les yeux au ciel, et est retournée sur son téléphone. Caroline a posé son verre. Écoute, nous sommes désolés pour l'incendie, d'accord? Mais tu es incroyablement impoli en ce moment. Nous avons conduit jusqu'ici pour célébrer en famille, et tu nous traites comme des criminels. C'est exactement pour ça que personne ne t'invite à rien. Tu es toujours si négatif, et... Parce que vous êtes des criminels. Vous êtes entrés illégalement sur ma propriété, et avez causé des milliers d'euros de dégâts. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à prendre des photos. La terrasse brûlée, la fenêtre soufflée, les dégâts de la fumée, chaque bouteille, chaque canette, chaque déchet, et chaque chose cassée. J'ai tout documenté, pendant qu'il se tenait là à me regarder. J'ai pris des vidéos des dégâts à l'intérieur, des jouets dans ma chambre, des toilettes bouchées, des résidus de mousse, de tout. Hugo, qu'est-ce que tu fais? A demandé maman, la voix tremblante. Vous verrez. Puis, j'ai appelé le 911. Le shérif adjoint qui est arrivé s'appelait Dobrinski. Il avait la quarantaine, et avait l'air fatigué. Je l'ai rencontré à la limite de la propriété, avant qu'il ne soit encerclé. Vous êtes Hugo AVL? Oui, je suis le propriétaire. Ces gens sont entrés sans ma permission, ont engagé un serrurier pour forcer mes serrures, et ont causé des dégâts par le feu. Il a regardé au-delà de moi, vers ma famille, qui était rassemblée près de la terrasse brûlée. C'est votre famille? Malheureusement. Il a presque souri. Commençons par les bases. Puis, il m'a posé quelques questions. Est-ce que je possède la propriété? Ont-ils la permission d'être là? Je ne leur ai jamais dit que je l'avais achetée. Je ne les ai jamais invités. Ils ont trouvé l'adresse en fouillant dans mon courrier, et ont décidé d'organiser leur propre fête. Dobrinski a hoché la tête, et a sorti son carnet. D'accord, laissez-moi prendre les dépositions. Je l'ai regardé parler à mes parents d'abord, puis à mes sœurs, puis à mon oncle. Cela lui a pris environ 40 minutes pour interroger tout le monde, pendant que je restais près de mon camion, documentant encore plus de dégâts sur mon téléphone. J'ai aussi documenté leur barbecue portable, celui qui avait déclenché l'incendie. La bouteille de propane avec une valve endommagée. Dobrinski est revenu. Votre famille prétend qu'ils pensaient que vous les vouliez ici, que votre sœur a trouvé l'adresse, et qu'ils ont interprété cela comme une invitation. S'introduire par effraction chez quelqu'un n'est pas une invitation. Je suis d'accord. Voici la situation. Une partie de tout ça relève de dommages civils, mais l'intrusion et l'effraction peuvent faire l'objet de poursuites pénales, si vous souhaitez donner suite. C'est votre décision. Je le souhaite. Il m'a regardé pendant un long moment. Vous êtes sûr? C'est votre famille. Ils ont détruit ma propriété,
et n'ont pas demandé la permission. Oui, je suis sûr. Très bien. Il est retourné vers ma famille, et a eu une conversation que je ne pouvais pas entendre. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Mes sœurs avaient l'air de vouloir me tuer. Le visage de papa était violet. Dobrinski est revenu. Je les ai informés qu'ils devaient partir immédiatement, et que vous alliez déposer une plainte officielle. J'ai documenté la scène. Vous devrez passer au poste demain, pour faire une déclaration officielle. J'appelle aussi le capitaine des pompiers, pour documenter les dégâts de l'incendie pour le rapport. Qu'en est-il des dommages? C'est du civil. Vous devrez tout documenter, obtenir des devis de réparation, et probablement parler à un avocat, si vous prévoyez de poursuivre pour des dommages et intérêts. C'est ce que je compte faire. Il m'a tendu sa carte. Passez demain matin. Ma famille a chargé ses véhicules, au cours de l'heure qui a suivi. Maman n'arrêtait pas d'essayer de s'approcher de moi, mais je m'éloignais à chaque fois. Papa avait l'air de vouloir me frapper, mais s'est ravisé avec la présence d'un flic. Caroline s'est assurée que je l'entende dire à Diana, que j'étais mort pour elle. Les enfants pleuraient, parce qu'ils devaient partir. L'oncle Paul marmonnait à propos d'une trahison familiale. La tante Nadine me regardait, comme si j'avais frappé un chiot. À 22h, ils étaient partis. Dobrinski est parti en dernier, avec le capitaine des pompiers, qui a documenté les dégâts de la terrasse et de la cuisine. Après le départ de tout le monde, j'ai traversé mon chalet en silence. L'endroit pour lequel j'avais passé 11 ans à économiser, la propriété que j'avais retapée à la main, détruite parce que ma famille pensait avoir droit à tout ce que je possédais. J'ai appelé Ray vers minuit. J'ai besoin d'un avocat. Un bon. Que s'est-il passé? Je lui ai tout expliqué. Il est resté silencieux pendant 1 minute, puis, mec, je connais quelqu'un. Un spécialiste des litiges immobiliers. Il n'est pas donné, mais c'est un requin. Tu veux que je t'envoie son numéro? Oui. Hugo, je dois te demander. Tu veux vraiment poursuivre ta propre famille? Ray, ils sont entrés par effraction chez moi, et ont mis le feu. Que ferais-tu? Je les poursuivrai jusqu'à l'année prochaine. Je t'envoie les infos de l'avocat par SMS. J'ai passé la nuit dans mon camion. Je ne pouvais pas dormir dans le chalet, avec l'odeur de fumée partout, et la destruction causée par ma famille qui me dévisageait depuis chaque surface. Je me suis assis dans la couchette du camion, regardant ma propriété à travers le pare-brise. J'ai fait une liste sur mon téléphone, de tout ce qui devait être réparé, de tout ce qu'ils avaient cassé. La liste a atteint 2 pages pleines, avant que je n'arrête d'écrire. Je n'ai pas beaucoup dormi, peut-être 2 heures au total. Je n'arrêtais pas de penser à eux, riant, buvant, et utilisant mes affaires comme si elles leur appartenaient. Le matin s'est levé, froid et gris. J'ai fait du café soluble sur mon réchaud portable. Je me suis assis sur le haillon, regardant le soleil se lever sur ma propriété détruite. Ray a appelé vers 7 heures du matin. J'ai rencontré l'avocat le lundi matin. Il s'appelait Franck, 60 ans. Le genre de gars qui avait l'air de détruire les gens au tribunal depuis 40 ans. J'ai tout étalé, les documents, les photos, les vidéos, le rapport de police, le rapport du capitaine des pompiers, les devis de réparation que j'avais obtenus pendant le week-end. Réparation de la cuisine, reconstruction de la terrasse, élimination de la fumée et peinture, fenêtres cassées, meubles et effets personnels endommagés, nourriture et fournitures volées, nouvelles serrures et systèmes de sécurité, perte de salaire pour avoir manqué le travail. Total, 45 400 €. Franck a tout passé en revue, prenant des notes, levant parfois les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture. Il a fini par poser les papiers. C'est assez simple. Intrusion, dommages matériels, effraction à l'aide d'un serrurier. Le rapport du capitaine des pompiers confirme la fuite de la bouteille de propane. Vous avez des documents, un rapport de police, une preuve de propriété. Ils n'ont aucune défense. Combien de temps cela prendra-t-il? S'ils contestent, 6 mois à 1 an. S'ils règlent à l'amiable, peut-être 3 mois. Mais je dois vous demander, êtes-vous prêt pour ça? Ils vont essayer de vous pourrir la vie. J'ai déjà vu ça. Oui, je suis prêt. Il a souri. Très bien, mettons leur monde à feu et à sang.
La plainte leur est tombée dessus mercredi. Franck a envoyé des lettres recommandées aux 3 accusés, Arthur, Eleanor et Caroline. Diana n'a pas été nommée, car techniquement, elle n'avait rien organisé. Elle s'était juste pointée, mais elle l'apprendrait bien assez tôt. Mon téléphone a commencé à sonner jeudi matin. J'ai ignoré les 10 premiers appels. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Je les ai écoutés plus tard dans la soirée, assis dans mon camion, sur une aire de repos dans l'Idaho. Maman, Hugo, s'il te plaît, tu ne peux pas nous poursuivre. Nous sommes tes parents. Nous avons fait une erreur. Nous pensions que tu serais heureux. S'il te plaît, rappelle-nous, et réglons ça en famille. Papa, c'est ridicule. Tu vas détruire cette famille pour un accident, pour quelques dégâts de fumée. Rappelle-moi, et réglons ça comme des adultes, au lieu de courir chez les avocats. Caroline, tu es un sacré cas, Hugo. Poursuivre ta propre famille pour un chalet. J'ai toujours su que tu étais égoïste, mais là, tu touches le fond. Ne t'attends pas à être le bienvenu aux événements familiaux, plus jamais. Maman et papa sont dévastés. Je les ai tous ignorés. Tommy a appelé cet après-midi-là. Et mec, comment ça va? J'ai déposé la plainte. Ils pètent les plombs. Bien. Ils l'ont mérité. Écoute, j'ai des trajets à venir, si tu as besoin de bosser. De longs trajets, bien payés. Ce serait peut-être bien de rester occupé. Pour te changer les idées de ce désordre. Oui, envoie-moi les itinéraires. Je le ferai. Et Hugo, tu as fait le bon choix. Je suis retourné sur la route la semaine suivante. Tommy m'a assigné des trajets de premier choix, des trucs qui payaient mieux que mes livraisons habituelles. Ça m'a donné le temps de réfléchir, sans avoir à voir le chalet dans son état de destruction. Ça a aidé. Juste moi, le camion, l'autoroute, pas de drames familiaux. Franck m'envoyait des mises à jour par texto tous les 2 ou 3 jours, concernant les aspects juridiques. Les accusés avaient engagé un avocat. Ils prétendaient que c'était un malentendu. Qu'ils avaient essayé de me contacter, mais n'avaient pas réussi à me joindre. Qu'ils pensaient que je serais heureux de cette réunion de famille. Des mensonges absolus. Franck avait mes relevés téléphoniques, montrant aucun appel entrant de leur part avant l'incendie. Les travaux de réparation ont commencé début août. J'ai dû engager des entrepreneurs, parce que je ne pouvais pas le faire moi-même tout en travaillant. J'ai contracté un prêt de 25 000 € pour couvrir les coûts immédiats, puisque mes économies étaient épuisées par l'achat initial et les rénovations. L'assurance était compliquée, puisque je venais d'acheter l'endroit, et que je n'avais pas encore pris de couverture tout risque. Juste une responsabilité civile de base. Mon erreur, mais une erreur que je réparerai une fois tout ça terminé. Chaque euro dépensé en réparation, ressemblait à une raison supplémentaire de pousser le procès encore plus loin. Ma famille a commencé sa campagne de dénigrement presque immédiatement. J'ai appris par Ray, que Caroline disait à tout le monde que je les avais secrètement invités, puis que j'avais changé d'avis, et que je les poursuivais pour leur soutirer de l'argent. Des mensonges complets, mais les gens y croyaient, parce que cela correspondait mieux à leur histoire que la vérité. Diana postait constamment sur les réseaux sociaux, des selfies en larmes avec des légendes sur les membres toxiques de la famille qui privilégient l'argent par rapport aux relations. De longs messages sur la façon dont je détruisais la famille à cause d'un accident, sur la façon dont je refusais même de leur parler pour arranger les choses. Maman jouait la victime à l'église. La femme de Ray y allait, et a tout entendu. Maman pleurant sur le fait qu'elle avait élevé un enfant ingrat, qui se souciait plus des biens matériels que de sa famille. Les dames de l'église étaient horrifiées. Elles ont commencé un cercle de prière pour elle. Papa racontait sa version au foyer des anciens combattants. Il y a reçu beaucoup de soutien, jusqu'à ce que quelqu'un demande pourquoi il n'avait pas simplement demandé la permission en premier. Cette question n'est pas très bien passée. Il est parti plus tôt que prévu. Caroline a lancé une campagne de financement participatif en ligne, aider une famille à se remettre d'un faux procès. Elle a récolté environ 800 €, avant que quelqu'un ne le signale et que ce soit supprimé pour tromperie. Elle m'en a tenu responsable pour ça, aussi. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Le conseil de Franck, laissez-les parler. Chaque mot qu'il prononce publiquement, est une preuve potentielle de harcèlement. Documentez tout, mais n'interagissez pas.
ça les fait paraître encore pire quand nous arriverons au tribunal. Septembre est arrivé, avec les dépositions. J'ai dû m'asseoir dans le bureau de Frank, pendant que l'avocat de la défense, un certain Miles, qui avait l'air de sortir tout juste de l'école de droit, me posait des questions pour le procès-verbal. Avais-je une bonne relation avec mes parents? Y avait-il eu des disputes antérieures? Pourquoi ne leur avais-je pas parlé du chalet? N'étais-je pas vindicatif? J'ai répondu à tout. Non, je n'avais pas une bonne relation avec eux. Je ne leur avais pas parlé du chalet parce qu'il m'appartenait, et qu'il n'y avait aucun droit. Ils étaient entrés sans permission, avaient engagé un serrurier pour forcer mes serrures, et avaient causé 45 000 € de dégâts. Je voulais une indemnisation complète, plus les frais de justice. L'avocat de la défense a essayé de me faire passer pour quelqu'un de vindicatif, et avide d'argent. Il a demandé si je gardais rancune du fait que mes sœurs avaient reçu une aide financière. Il a demandé si tout cela concernait vraiment le chalet, ou des problèmes familiaux plus profonds. Frank s'est opposé à la moitié de ces questions. Le juge a soutenu la plupart des objections, mais l'implication était claire. Ils allaient faire de moi le méchant, qui a détruit la famille pour des dommages matériels. Mes parents ont dû faire des dépositions, eux aussi. J'ai appris plus tard, par Frank, que ça s'était mal passé pour eux. Arthur a admis qu'il n'avait jamais demandé ma permission. Eleanor a admis qu'ils avaient trouvé l'adresse, en fouillant dans mon courrier sans demander. Caroline a admis qu'elle avait tout organisé, et engagé le serrurier pour ouvrir mon chalet. Frank m'a appelé en octobre. Ils veulent un accord à l'amiable. Pour combien? Le montant total des dommages, plus vos frais de justice. 52 000 € au total. Accepté. Vous êtes sûr? Nous pourrions probablement obtenir plus si nous allons au procès. Détresse émotionnelle. Dommage punitif. Je veux que ce soit terminé. Acceptez l'accord. Intelligent. Je vais rédiger les termes. Je vous recommande également de déposer une demande d'ordonnance d'éloignement contre les 3 accusés. Faites-le. Le règlement a été versé en novembre. Un virement direct sur mon compte, un mercredi matin, alors que je transportais un chargement à travers le Nebraska. J'ai remboursé le prêt pour les réparations immédiatement. J'ai couvert les honoraires de Frank. Il me restait 16 600 €. J'en ai mis la moitié pour l'amélioration du système de sécurité que j'avais prévu. J'ai mis le reste de côté. Des caméras, des détecteurs de mouvement, un système d'alarme relié directement à mon téléphone et au bureau du shérif. Frank m'a aidé à déposer une demande d'ordonnance de protection contre les 3 accusés. Une semaine plus tard, le juge la signait. Une ordonnance de 3 ans contre Arthur, Eleanor et Caroline. Il ne pouvait pas me contacter. Il ne pouvait pas s'approcher à moins de 500 pieds, environ 150 mètres, de moi, ou de ma propriété. Une violation signifiait une arrestation, pas juste une amende. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux directement. L'ordonnance d'éloignement s'en est assurée. Mais j'ai appris par Ray, qu'il a appris par des connaissances communes, qu'ils étaient en difficulté. Le règlement avait épuisé leurs économies. Arthur et Eleanor ont dû refinancer leur maison, pour le couvrir. Caroline et son mari se disputaient constamment à propos de l'argent. Diana était amère que ses parents ne puissent plus l'aider avec les frais de garde d'enfants. Bien fait. Les réparations du chalet se sont terminées début décembre, juste à temps pour les premières vraies chutes de neige. Cela a pris 4 mois au total, mais c'était mieux qu'avant. Une nouvelle terrasse avec des garde-corps appropriés, des planches en composite qui ne brûleraient pas. Une meilleure cuisine avec des appareils de qualité commerciale. De l'acier inoxydable partout. Un système de ventilation approprié, avec une hôte qui fonctionnait vraiment. Les murs repeints dans les mêmes couleurs que j'avais choisies à l'origine. L'argent de l'accord a couvert le prêt pour les réparations, et bien plus encore. Ça m'a donné une marge de manœuvre, que je n'avais pas eue depuis des mois. La nouvelle cuisine avait des plans de travail en granit, pour lesquels j'avais payé un supplément. J'ai installé un lave-vaisselle pour la première fois. Je me suis dit que je l'avais mérité. J'ai pris une cuisinière à gaz. Les placards ont été construits sur mesure par un artisan local, que Pet connaissait. Une meilleure qualité que ce que j'avais fait moi-même. Je les ai quand même peints de la même couleur. J'ai recommencé à y passer mes jours de congé.
J'ai apporté des meubles de mon appartement. J'ai remplacé tout ce qu'ils avaient ruiné. J'ai installé le système de sécurité moi-même, avec l'aide de Pet. Pet était un entrepreneur local, que j'avais rencontré pendant les réparations. Il m'avait aidé à reconstruire la terrasse, et nous étions devenus amis. 8 caméras, couvrant chaque angle de la propriété. J'ai même installé des lumières à détection de mouvement autour du périmètre. L'installation complète avait coûté environ 8 000 €, entre la main-d'œuvre professionnelle et l'équipement, mais l'argent du règlement m'a permis de bien faire les choses. Personne n'allait entrer à nouveau, sans que je le sache. Tommy est venu juste avant Noël, il m'a aidé à déménager les derniers gros objets. Le canapé, le cadre de lit, le nouveau réfrigérateur. Nous nous sommes tenus sur la terrasse, dans le froid, buvant quelques bières, regardant la propriété couverte de neige fraîche. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont essayé de te prendre ça, a-t-il dit. Ils ont essayé, et ils ont échoué. J'ai entendu des rumeurs. Ton vieux père a dû prendre un travail d'appoint pour couvrir le règlement. Bien. Qu'il travaille pour une fois, au lieu de se contenter de signer des chèques pour mes sœurs. Ray est venu pour le nouvel an. Nous avons fait un feu dans le foyer extérieur, que j'avais aménagé à l'écart du chalet. Nous avons bu quelques verres. Il a levé sa canette, à la possession de ta propre paix. Je bois à ça. J'ai découvert, grâce à des connaissances, que les retombées pour ma famille se poursuivaient et s'aggravaient. Arthur et Eleanor ont dû refinancer leur maison à un taux terrible, parce que leurs économies avaient été anéanties par le règlement. Cela a détruit le pécule de retraite qu'ils constituaient depuis 20 ans. Ils ont dû annuler la croisière qu'ils avaient prévue pour leur 35e anniversaire. Ils ne pouvaient plus se permettre le style de vie auquel ils étaient habitués. Ils ont dû abandonner leur adhésion au country club. Caroline et son mari se sont officiellement séparés en janvier. Le stress lié à l'argent en était une partie, mais aussi, il était furieux qu'elle ait organisé toute l'invasion du chalet. Il avait l'impression qu'elle l'avait entraîné dans son propre pétrin. Elle était retournée vivre chez mes parents, ce qui devait sûrement être super pour tout le monde. J'ai appris qu'elle dormait dans sa chambre d'enfant à 34 ans, amère et en colère, publiant des citations passives-agressives sur les réseaux sociaux. L'Instagram de Diana est passé d'un contenu de style de vie parfait, à des publications passives-agressives sur la trahison familiale et les difficultés financières. Son mari était furieux que ses parents ne puissent pas l'aider avec leur deuxième enfant, comme il l'avait promis. Ils comptaient sur cette garde d'enfants gratuite, ils avaient établi leur budget en fonction de ça. Maintenant, ils se démenaient pour payer une garderie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les failles dans leur mariage parfait commençaient à se montrer. Ces publications sont devenues plus sombres, plus désespérées, avec moins de followers qui interagissaient. L'oncle Paul a blâmé mes parents pour toute l'affaire. Il a dit qu'il l'avait entraîné là-dedans, en l'invitant au chalet de Hugo, sans vérifier si j'étais réellement au courant. Il a arrêté de leur parler. La tante Nadine pleurait encore d'avoir dû payer sa part des frais d'avocat. Un cousin a lancé la rumeur selon laquelle j'étais en fait riche, et que je voulais juste ruiner la famille pour le plaisir. J'ai entendu que Caroline disait aux gens que j'avais détruit la famille, que j'étais vindicatif et cruel, que je me souciais plus de l'argent que des relations. Laissez-la parler. J'avais mon chalet, et les économies que j'avais déjà reconstituées. Elle avait des dettes, un mariage raté, et devait vivre avec nos parents à 34 ans. Des priorités différentes. J'ai commencé à construire la vie que je voulais vraiment. J'ai rencontré plus de gens du coin grâce à Pet. Des gars normaux, qui se fichaient des drames familiaux, ou qui n'attendaient pas de faveur. Pet m'a présenté à son équipe. Des gars qui travaillaient dans la construction, on traînait ensemble le week-end, ils comprenaient ça. Parfois, on a juste besoin d'un espace à soi. Nous travaillions sur des projets ensemble quand je n'étais pas sur la route, on s'attaquait à ce qui devait être fait. Nous avons construit un vrai cabanon sur la propriété, pour ranger les outils et l'équipement. Cela nous a pris 3 week-ends, mais nous l'avons bien fait. Avec de vraies fondations, et tout. J'ai agrandi la terrasse, pour qu'elle s'enroule partiellement autour du chalet. Ça me donnait plus d'espace pour m'asseoir, et regarder les couchers de soleil. J'ai installé un système de générateur de secours, capable de faire fonctionner tout le chalet pendant une semaine en cas de coupure de courant. Pet connaissait un électricien qui m'a fait un bon prix, et qui a fait un travail propre et aux normes. Il venait quand j'étais dans les parages. Nous travaillions sur le projet suivant.
Il m'a appris à mieux travailler le bois, m'a montré comment poser des moulures couronnées, et faire de vrais angles en onglet. En retour, je l'aidais sur des chantiers annexes quand j'avais le temps. Je me suis fait un peu d'argent supplémentaire, qui est retourné directement dans les améliorations du chalet. Pet comprenait l'attrait. Parfois, on a juste besoin d'un endroit à soi. Pas d'explication, pas d'obligation. Exactement. Mars a apporté les premiers signes du printemps. La neige fondait, le ruisseau coulait à flot et bruyamment, tout se réveillait. J'ai pris une semaine entière de congé, et je l'ai passé au chalet, à ne rien faire de productif. J'ai lu des livres que je voulais lire depuis des années. J'ai cuisiné de vrais repas, pas seulement de la malbouffe de relais routiers. J'ai grillé des steaks sur la nouvelle terrasse. J'ai fait du café frais tous les matins. Je me suis assis dehors dans le froid, regardant le soleil se lever sur les montagnes. Je suis allé pêcher dans le ruisseau. J'ai attrapé quelques truites. Rien d'énorme, mais assez gros pour être mangé. Je les ai poêlés avec du beurre et de l'ail. Je les ai mangés en regardant le coucher du soleil. J'avais l'impression de l'avoir mérité. Tout ici me semblait mérité, maintenant. J'ai repensé à où j'en étais il y a un an. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. L'invasion, l'incendie, le procès, tout ça. Je me sentais bien avec chaque décision que j'avais prise. Pas de drames familiaux, pas d'obligations, juste moi, et la vie que j'avais construite et défendue. 5 mois après le règlement, un mardi après-midi de fin avril, j'étais en train de teindre la nouvelle terrasse, quand une voiture a remonté mon allée. Le portail était ouvert, parce que j'attendais une livraison de bois. J'ai reconnu la voiture immédiatement. Le SUV blanc de Diana. Le système de sécurité m'a alerté avant même qu'elle ne soit à mi-chemin de l'allée. J'ai vérifié le flux de la caméra sur mon téléphone. Elle était seule, sans enfant, l'air épuisé. J'ai posé mon pinceau, et j'ai marché pour aller à sa rencontre, en haut de l'allée. Elle est sortie lentement. « Hugo, on peut parler ? Tu dois partir, maintenant. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai conduit 3 heures pour venir ici. J'ai besoin d'aide. Diana, il y a une ordonnance d'éloignement contre maman, papa, et Caroline. Tu n'es pas couverte par celle-ci, mais tu t'introduis quand même sur ma propriété. Je te demande, une seule fois, de partir. » Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, qui semblaient s'être accumulées depuis des mois. « Hugo, je suis désespéré. Maman et papa ne veulent plus m'aider. Ils ne peuvent pas se le permettre. Caroline me parle à peine, parce qu'elle me reproche de ne pas t'avoir empêché de porter plainte. Mon mari et moi, on coule. Les factures médicales du 2e enfant nous écrasent, on a 3 mois de retard sur le paiement de la maison, et j'ai juste besoin d'un prêt. 20 000 je te rembourserai. Je le jure. On est sur le point de perdre la maison, mon mari parle de divorce, et je ne sais plus quoi faire. Tu aurais dû y penser, avant d'envahir ma propriété. Ce n'était pas de ma faute. J'ai juste suivi le mouvement. Je n'ai rien organisé. Je n'ai pas engagé le serrurier. Je ne savais pas. Tu savais. Vous saviez tous. Et aucun d'entre vous n'a demandé la permission. Vous avez juste supposé que vous pouviez prendre tout ce que vous vouliez chez moi, parce que c'est comme ça que ça a toujours été. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche, laissant une trace humide. Je comprends. D'accord, nous avons merdé. Nous n'aurions pas dû venir ici sans demander. Mais là, c'est différent. Je suis ta sœur. Je t'en supplie. Mes enfants ont besoin. Tes enfants ont besoin de parents qui prennent leurs responsabilités, au lieu de toujours s'attendre à des dons. Tu sais ce que je faisais à ton âge ? Je vivais dans un camion, et j'économisais chaque euro. Je faisais les trajets dont personne d'autre ne voulait. Je mangeais de la nourriture poubelle, pour pouvoir construire quelque chose. Et toi ? Tu as eu un mariage, un apport pour une maison, une garde d'enfants gratuite par papa et maman, et tu n'arrives toujours pas à t'en sortir ? Son visage est passé du désespoir à la colère, le masque tombant. Tu vas vraiment laisser ta nièce et ton neveu souffrir, parce que tu gardes rancune ? Je vais te laisser résoudre tes propres problèmes, tout comme j'ai dû résoudre les miens. 11 ans à être traité comme la déception de la famille, pendant qu'on te servait tout sur un plateau. Et quand j'ai enfin construit quelque chose pour moi-même,
vous avez pensé que vous pouviez juste le prendre. C'était une erreur. C'était un sentiment d'avoir tous les droits. Maintenant, je vais te demander une dernière fois de quitter ma propriété. Après ça, j'appelle l'adjoint Dobrinski, et je te fais l'expulser pour intrusion. Elle est restée là, tremblante, respirant difficilement. Tu n'es pas le frère que j'ai connu. Tu ne m'as jamais connu. Tu ne connaissais que la version qui t'était utile. Tu as 30 secondes pour monter dans ta voiture. J'ai commencé à compter à voix haute. Elle a compris le message à 15. Elle a pratiquement couru jusqu'à son SUV, les mains tremblantes en démarrant le moteur, et elle est restée là une seconde, comme si elle allait dire autre chose. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai affiché le numéro de Dobrinski pour qu'elle puisse le voir. Elle a démarré en trombe, projetant des graviers, les pneus patinants. Le portail s'est fermé automatiquement derrière elle. J'ai regardé la poussière retomber sur mon allée, puis je suis retourné teindre la terrasse. Le bois avait besoin de 3 couches. Ça devait être bien fait. Pete est arrivé 1 heure plus tard, avec le bois pour l'agrandissement du cabanon. Il a remarqué les traces de pneus fraîches. Quelqu'un vient de partir précipitamment. Ma sœur est venue, pour mendier de l'argent. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai donné 30 secondes pour partir, avant d'appeler le shérif. Il a hoché la tête, et a attrapé ses outils. Bien. Certaines personnes ont besoin d'apprendre que les conséquences existent. Nous avons travaillé jusqu'au coucher du soleil, construisant quelque chose qui allait durer. Quand nous avons fini, il a ouvert 2 sodas de sa glacière, et nous nous sommes assis sur la nouvelle terrasse, regardant la lumière s'estomper sur les montagnes. C'est un bon endroit, a dit Pete. Il vaut la peine d'être protégé. Oui, c'est vrai. Le chalet était silencieux, cette nuit-là. Juste le bruit du ruisseau, gonflé par la fonte des neiges. Le vent dans les pins. Le craquement des nouvelles planches de la terrasse, qui se mettaient en place. Mon téléphone a vibré. Un texto de Tommy. J'ai un trajet de premier choix pour toi la semaine prochaine, si tu le veux. Portland à Boston. Excellent salaire. J'ai répondu, je suis partant. Envoie les détails. J'ai mieux dormi cette nuit-là, que je ne l'avais fait depuis des années. La vie était belle. J'avais ma paix. J'avais ma propriété. Et j'avais la satisfaction de savoir que j'avais gagné. C'était suffisant. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous proposer toujours plus de meilleures histoires.